Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui votre premier cours du module de thérapeutique intitulé Évolution du concept thérapeutique, dont les objectifs pédagogiques sont les suivants. C'est de connaître les modalités de l'évaluation d'une thérapeutique, connaître les différentes sources d'informations médicales et aussi de connaître les principes de la décision thérapeutique personnalisée et enfin connaître les principes de l'éducation thérapeutique. Le plan que nous allons suivre est le suivant. En grand 1, introduction. En grand 2, évaluation d'une thérapeutique et son niveau de preuve. Grand 3, évaluation des sources d'information. Grand 4, la décision thérapeutique personnalisée. Et en grand 5, l'éducation thérapeutique. En introduction, la thérapeutique découle d'un diagnostic précis et elle fait appel à la médecine scientifique fondée sur les preuves et aussi aux avis d'experts indépendants dans la prise en charge de la pathologie ou bien de la maladie concernée. C'est sur ce principe-là que sont édictées les recommandations des sociétés savantes et des organismes de santé publique. Mais à l'échelle individuelle, il faut prendre d'autres paramètres, à savoir le terrain physiopathologique du patient, les incertitudes diagnostiques et aussi les attentes et les craintes de notre patient. De ce fait, la thérapeutique doit être personnalisée et non un standard appliqué à tous les malades. Abordons maintenant l'évaluation thérapeutique et le niveau de preuve. Pour l'évaluation d'une thérapeutique, il faut faire des études thérapeutiques. Et les principes des études, c'est qu'elles passent toutes par 3 étapes. La recherche exploratrice, pendant laquelle sont élaborées les molécules qui font l'objet de la recherche, ou bien l'objet de l'étude. Une fois cette phase validée, et là où les molécules, donc sujets de l'étude thérapeutique, sont sélectionnées, on passera à la phase préclinique qui correspond à l'administration du principe actif ou bien du médicament chez l'animal, et ceci dans un objectif d'étude toxicologique et pharmacologique. Une fois cette phase validée, on passera à la phase clinique qui correspond à l'administration du médicament chez l'homme, et ça fera l'objet d'un autre cours. L'étude doit faire preuve de niveau de preuve. Le niveau de preuve d'une étude caractérise la capacité de l'étude à répondre à la question posée. Cette capacité, elle va se juger par la correspondance de l'étude au cadre de travail, c'est-à-dire à la question posée, à la population sélectionnée pour faire l'étude, aux paramètres de jugement qui sont pris en compte. Il faudrait aussi que le protocole soit parfaitement adéquat à la question posée et qu'il n'existe ou pas un biais important. Et enfin, la puissance de l'étude. Là, on parle de la taille de l'échantillon. Autrement dit, le nombre d'individus ou bien de participants à l'étude. Plus le nombre de participants à l'étude est important, donc par conséquent, la taille d'échantillon est importante, puis l'étude sera puissante. D'une manière générale, la classification du niveau de preuve d'une étude est classée de la façon suivante. Le fort niveau de preuve, le niveau intermédiaire et enfin le faible niveau de preuve. Sur ce tableau, donc, il y a la description de chaque niveau de preuve. Au fort niveau de preuve, il est caractérisé par un protocole adapté à la question posée, dont la réalisation a été effectuée sans biais majeur et dont l'analyse statistique est parfaitement adaptée aux objectifs et la puissance est suffisante. Le niveau intermédiaire est caractérisé par une puissance nettement insuffisante avec de possibles anomalies mineures. Enfin, le faible niveau de preuve, donc lui, il est attribué aux autres types d'études qu'on ne retrouve ni dans le fort niveau de preuve, ni dans le niveau de preuve intermédiaire. Quand on parle d'évidence scientifique, il faut savoir que l'évidence scientifique est appréciée lors de la synthèse des résultats de l'ensemble des études sélectionnées, donc qui abordent toutes la même question, bien sûr. Elle constitue la conclusion des tableaux de synthèse de la littérature.
Donc on va prendre toutes les études qui concernent cette question-là dans la littérature et on va faire la conclusion des tableaux de synthèse. Et sa gradation, elle va s'appuyer sur l'existence de données de la littérature pour répondre aux questions posées, au niveau de preuve des études disponibles et enfin à la cohérence de leurs résultats. Donc plus la littérature est abondante concernant la question posée, plus ces données ont un niveau de preuve qui est assez fort, plus ces résultats sont cohérents, donc plus l'évidence scientifique sera importante. Les recommandations. Les recommandations sont définies comme étant des propositions développées méthodiquement et qui s'adressent bien sûr aux professionnels de la santé afin de les aider dans leur choix diagnostique et aussi thérapeutique. Comment sont classées les recommandations? Donc, ils sont classés en grades A, B et C. Et sur quoi se base cette classification en grades? Elle se base sur le niveau de preuve scientifique de la littérature. Donc, ce tableau nous montre que pour chaque grade de recommandation, il y a un niveau de preuve scientifique fourni par la littérature. Donc pour une recommandation de grade A, la preuve scientifique, elle est établie. Et le niveau de preuve scientifique fourni par la littérature, donc il est de niveau 1 et se base sur des essais comparatifs randomisés de forte puissance, sur des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, sur l'analyse de décisions fondées sur des études qui sont bien menées. Une recommandation de grade B repose sur une présomption scientifique et le niveau de preuve scientifique fourni par la littérature est de niveau 2 et se base sur des essais comparatifs randomisés de faible puissance, sur des études comparatives non randomisées mais bien menées et enfin sur des études de cohorte. Les recommandations de grade C, elles, sont de faible niveau de preuve scientifique. Et le niveau de preuve scientifique fourni par la littérature est de niveau 3 et de niveau 4. Le niveau 3 correspond à des études cas témoins et le niveau 4, lui, il se base sur des études comparatives comportant des biais importants, sur des études rétrospectives, sur des séries de cas et aussi sur des études épidémiologiques descriptives. Ces dernières peuvent être transversales ou bien longitudinales. L'accord professionnel est défini comme exprimant une opinion quasi unanime des professionnels de la santé. Et selon cette opinion, une méthode, soit de dépistage, de diagnostic, de prévention ou enfin de traitement, peut être proposée ou non dans une indication donnée. L'efficacité ou l'inefficacité de cette méthode n'est pas toujours rigoureusement démontrée. D'où nous puisons nos informations dans notre pratique. On a recours à la littérature, mais pas n'importe quelle littérature. On a recours à la littérature médicale. C'est notre source d'information. Il faut savoir que cette littérature médicale comporte les revues médicales. Et il existe deux types de revues, les revues à comité de lecture et les revues sans comité de lecture. Un comité de lecture, c'est quoi? C'est un comité sélectionnant les manuscrits soumis à la publication afin de les valider avant leur publication. Donc, quand on a un auteur qui a rédigé un manuscrit, il veut le publier, il va le présenter auprès d'une revue. Donc le comité de lecture va travailler dessus et il va le valider ou pas avant qu'il soit publié dans le numéro de la revue en question.
Et ceci a des conséquences. C'est une marque de crédibilité donc, pour l'article publié. Il affirme une meilleure valeur scientifique et ça fait pondérer la revue d'un meilleur impact factor. C'est quoi l'impact factor? Donc c'est la moyenne du nombre de citations dans toutes les revues au cours d'une période déterminée des articles publiés dans la revue en question. Donc je m'explique, prenons pour exemple la revue de médecine interne, donc, dans laquelle il y a plein d'articles qui sont publiés chaque mois. Donc on va prendre une période déterminée, par exemple de 2018 à 2020, donc de janvier 2018 à décembre 2020, et on va voir le nombre d'articles qui ont utilisé comme référence bibliographique les articles qui ont été publiés dans la revue de médecine interne. D'accord? Et plus ces articles sont mentionnés dans d'autres revues, plus l'impact factor de cette revue de médecine interne est important. Donc, et ceci a des conséquences, bien sûr. L'impact factor note le caractère prestigieux de la revue et plus il est élevé, plus la valeur scientifique de la revue est importante. Dans la littérature médicale, on a différents types d'articles. On a l'article original, la revue générale, la revue systématique, la mise au point, cas cliniques, mais les méta-analyses et les articles préliminaires. Un article original, c'est quoi? C'est un travail personnel ou bien réalisé par un groupe d'auteurs confrontés aux connaissances du moment, et il rapporte les résultats d'une étude visant à confirmer ou bien à infirmer une hypothèse nouvelle de travail. Donc là, vous voyez, c'est la première page d'un article publié tout récemment dans la revue de médecine interne. Comme vous voyez là, c'est la première page de la revue. Et là, c'est le titre de la revue, donc les auteurs. Et là, donc c'est quel type d'article? Donc c'est un article original. L'éditorial, c'est quoi? C'est un article dont la forme est totalement libre, présent lorsque l'étude porte sur un traitement innovant ou bien améliore les connaissances concernant un traitement ancien. L'éditorial est réalisé à la demande du comité de rédaction et il est rédigé par un spécialiste de la pathologie ou bien du traitement en question, dont le but est de présenter les hypothèses, de replacer le travail d'un article original dans une perspective plus vaste et de limiter la portée de l'article. Donc là, c'est un exemple toujours d'un article, d'un éditorial publié dans la revue de médecine interne. Celui-là, il est un peu plus ancien, en 2008. Donc vous voyez, le titre de l'article, granulomatose, un challenge pour l'interniste. Et là, vous voyez que le type de l'article, c'est un éditorial. La revue générale. La revue générale, elle réalise la synthèse d'informations déjà publiées et concerne un thème donné. La revue systématique, elle, c'est un type de revue générale. Mais cependant, elle répond à une méthodologie plus rigoureuse de recherche de données bibliographiques et aussi de sélection des études et d'extraction des données. La présentation des données peut se faire en intégrant des données numériques de plusieurs études selon une méta-analyse. Donc, la revue générale, on va prendre les informations déjà publiées et on va faire leur synthèse. La revue systématique, c'est le même principe, mais cependant, la méthodologie, elle est plus rigoureuse à la fois pour la recherche des données bibliographiques et pour l'extraction des données. La mise au point. La mise au point, elle décrit les acquisitions récentes, apporte et nous informe sur les nouveautés concernant un sujet limité et précis. Ça peut être d'un point de vue physiopathologique, thérapeutique, critères diagnostiques. Là, c'est un exemple. Là aussi, c'est un article publié dans la revue de médecine interne, tout récent, il date de 2021.
Et là, c'est les actualités de l'épidémiologie du purpura thrombopénique immunologique de l'adulte, impact pour la pratique clinique, et c'est une mise au point. Le cas clinique est une description d'un effet observé chez un patient. Il conclut sur des résultats ou bien des effets indésirables d'une modalité thérapeutique et il a peu de valeur scientifique car il est limité à un patient. Donc, et surtout, l'objectif, c'est de partager une expérience qui est donc rare, extraordinaire ou exceptionnelle. Donc là aussi, c'est un article datant de 2008, publié dans la revue de médecine interne, intitulé Vascularite urticarienne hypocomplémentémique et c'est un cas clinique, comme vous le voyez ici. Les méta-analyses. Donc la méta-analyse constitue une synthèse exhaustive de plusieurs articles correspondant à la même question et elle permet d'augmenter la puissance. Les articles préliminaires, ils présentent les résultats préliminaires d'une étude qui est toujours en cours, donc qui n'est pas encore achevée. Et ces conclusions préliminaires sont à interpréter avec beaucoup de prudence car à la fin de l'étude, donc les conclusions peuvent changer. Les référentiels, donc c'est le résumé des caractéristiques du produit et c'est une source fiable qui est disponible sur le Vital. Et c'est aussi les avis de commission de transparence de l'HAS, c'est les fiches de transparence et de bon usage des médicaments de l'HAS qui guident les médecins dans leur prescription et aussi dans leur stratégie thérapeutique. Et c'est aussi donc les recommandations de bonne pratique. Tout cela constitue des référentiels. Donc, autre source d'information, c'est l'information thérapeutique qui est issue de l'industrie pharmaceutique. Donc, qui obéit à des obligations réglementaires rigoureuses. Donc, la publicité de l'industrie pharmaceutique doit être conforme au référentiel et la présentation aussi simultanée des caractéristiques du produit et des avis de transparence. L'industrie pharmaceutique permet le financement de la publicité, des protocoles de recherche et des essais thérapeutiques, aussi permet donc le financement des revues médicales qui constituent notre source d'information médicale et aussi les congrès et les formations et la formation médicale continue donc, dont on bénéficie. Arrivons maintenant à la décision thérapeutique personnalisée. Donc l'expérience clinique du praticien ou du médecin, les données de la recherche disponible, les préférences du patient donc recueillies par l'entretien aboutissent à une décision thérapeutique. Et cette décision thérapeutique, elle va être personnalisée. Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui influencent la décision thérapeutique personnalisée. Et il y a des éléments généraux qui guident la prescription thérapeutique généralisée. Donc, ces éléments, c'est tout d'abord le malade. Donc, le malade, par son âge, ses antécédents, les traitements qui sont pris en cours, sa personnalité, son niveau social et son état psychologique. La pathologie par sa gravité, son stade, l'échec d'une thérapeutique prescrite, donc la pathologie qu'elle soit aiguë ou chronique, qui soit donc une indication d'un traitement curatif ou palliatif. Les traitements toujours avec leur rapport bénéfice-risque, leurs contre-indications, leurs effets secondaires, leur mode d'administration, leurs coûts et puis les nouveautés disponibles. Le médecin, lui, c'est par l'evidence-based medicine, donc en se référant à la médecine scientifique basée sur les preuves et aussi son expérience, autrement dit la pratique professionnelle et les habitudes. Il faut se poser 10 questions donc, avant de prescrire une thérapeutique. Tout d'abord, le diagnostic. Est-ce que c'est le bon diagnostic? Comme on l'a dit dans l'introduction, la thérapeutique découle d'un diagnostic précis. Il faudrait qu'on ait un diagnostic précis pour pouvoir faire une prescription thérapeutique.
Puis, une fois que le diagnostic est posé, alors, y a-t-il une indication au traitement? On répond par oui, il y a une indication à prescrire une thérapeutique. Maintenant, la troisième question, quelles sont les contre-indications à ce traitement? Puis, la quatrième question, quelle serait la tolérance prévisible et le rapport efficacité-tolérance? Puis, y a-t-il une allergie connue à ce traitement? Et quelles sont les interactions médicamenteuses possibles? Ensuite, quelle est la surveillance qu'il convient de mettre en place? Et puis, selon mon terrain, quelle est la posologie adaptée et la galénique adaptée? Enfin, quelles sont les capacités d'observance de notre patient? Toujours dans les facteurs influençant la décision thérapeutique personnalisée, il y a des particularités selon le terrain. C'est des facteurs physiologiques individuels, c'est des facteurs liés à la maladie et les stratégies de prescription personnalisées. Les facteurs physiologiques individuels, c'est les extrêmes d'âge, les personnes âgées et les enfants. Les facteurs liés à la maladie, donc c'est essentiellement avec les maladies infectieuses et en oncologie. Les stratégies de prescription personnalisée où il faut prendre en compte les médicaments à risque et adapter la thérapeutique et aussi les situations de la polypathologie et de la polymédication qui constituent une problématique pour la prescription thérapeutique. La décision thérapeutique personnalisée nous fait ramener à l'observation thérapeutique, qui est définie par la conformité entre la prescription et la prise médicamenteuse du patient. Donc c'est la conformité entre la prescription du médecin et la prise médicamenteuse du patient. Il faut savoir qu'il y a différents types d'observance qui sont représentés par 4 types. On a l'observance par excès où il y a une surmédication, une observance bonne où il y a un respect strict de la prescription, une observance par défaut où il y a une sous-médication et une observance nulle où le traitement n'est pas du tout pris. Comment évaluer donc cette observance ou bien comment la mesurer? Il existe des méthodes de mesure de l'observance. C'est des méthodes indirectes et directes. Les méthodes indirectes, on a les cahiers d'observance, l'interrogatoire et les auto-questionnaires qu'on peut donner à nos patients pour qu'ils y répondent donc, pendant leur attente en salle d'attente et en général ils sont anonymes. Les méthodes de mesure indirecte, c'est surtout clinique, l'efficacité clinique et les effets secondaires, ou bien paraclinique, c'est surtout les effets biologiques et encore mieux le taux sérique et urinaire du médicament. Les facteurs limitant l'observance, on a la maladie, donc les maladies chroniques peu ou pas symptomatiques sont un facteur limitant l'observance parce que les malades quand ils ont une pathologie chronique, ils finissent par en avoir marre de prendre des traitements au long cours, donc ils ont tendance à les arrêter ou bien de les prendre d'une façon irrégulière ou bien une pathologie qui est peu symptomatique, donc pour le patient, pas de plainte, pas de gravité et ils arrêtent leur traitement. Donc le médecin et la relation médecin-malade de mauvaise qualité. Donc, quand il y a une mauvaise relation médecin-malade, le patient ne va pas adhérer au traitement. Le traitement prescrit, ses caractéristiques générales et spécifiques. Et enfin, des facteurs liés au malade, l'âge extrême, donc le sujet âgé, et l'enfant, donc avec eux se posent des problèmes d'observance. Aussi, le sexe féminin et le niveau socio-économique bas sont des facteurs liés aux malades et qui limitent l'observance. Quels sont les effets de la non-observance? C'est l'échec thérapeutique
par sous-dosage ou bien par résistance, l'aggravation de la pathologie, donc avec la survenue de complications ou bien un passage à la chronicité, la survenue de problèmes de tolérance avec des effets secondaires ou bien un effet rebond ou bien un syndrome de sevrage, et enfin c'est un coût pour la société. Quels sont les moyens d'améliorer l'observance? Tout d'abord, c'est la décision thérapeutique personnalisée. Donc, par la prescription adaptée à chaque patient, en impliquant le patient dans sa prise en charge, en lui offrant un soutien psychologique, en assurant un suivi régulier et travailler une relation médecin-malade de qualité. La thérapeutique, c'est par la simplification des schémas thérapeutiques, en limitant le nombre de prises médicamenteuses, en offrant un conditionnement et une galénique adaptée et en prévenant les effets secondaires. Et aussi, c'est par l'information claire, loyale et appropriée du patient et si besoin de son entourage sur l'évolution de la pathologie sans traitement, sur les modalités de prise, sur le délai d'efficacité et les effets secondaires. Bien sûr, sensibiliser le corps médical, donc à l'observance, et enfin à l'éducation thérapeutique qui est d'un grand apport. L'éducation thérapeutique, donc c'est quoi? Donc l'éducation thérapeutique, elle fait partie intégrante et d'une façon permanente à la prise en charge du patient. Elle vise à aider le patient à acquérir ou bien à maintenir des compétences dont il en a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. Mais attention, attention. Une information orale, écrite ou bien un conseil de prévention n'est pas synonyme et ne constitue en rien une éducation thérapeutique du patient. Parce que l'éducation thérapeutique, elle a des objectifs bien précis. C'est la personnalisation du traitement, c'est l'acquisition des compétences, chose qui n'est pas apportée par les conseils ou bien par ce qu'on peut dire aux patients. L'aide au changement de comportement. Pourquoi l'éducation thérapeutique? Elle est indissociable des traitements et des soins parce qu'elle permet au patient de soulager ses symptômes et aussi de prévenir les complications. Ça lui permet d'acquérir et de maintenir des compétences d'auto-soin et elle lui permet d'acquérir ou bien de mobiliser des compétences d'adaptation. Elle participe à améliorer l'état de santé du patient, donc d'un point de vue clinique et biologique, et améliore aussi sa qualité de vie et aussi celle de ses proches. Qui va proposer et qui va réaliser cette éducation thérapeutique? Qui va la proposer? C'est tout professionnel de la santé qui est impliqué dans la prise en charge d'un patient qui a une maladie chronique. Et qui va la réaliser? Donc il faut savoir que pour la réalisation d'une éducation thérapeutique, il faut obligatoirement avoir l'accord du patient. Et elle va être réalisée soit par le professionnel de santé lui-même, s'il est formé dans l'éducation thérapeutique, par une équipe formée à l'éducation thérapeutique comprenant ce professionnel de santé, ou bien par une équipe multiprofessionnelle, bien sûr, formée à l'éducation thérapeutique. À qui va-t-on la proposer? On va proposer l'éducation thérapeutique initiale dès l'annonce du diagnostic de la maladie chronique ou bien à tout moment de l'évolution. Donc, dès qu'on pose le diagnostic d'une maladie chronique, on va proposer de l'éducation thérapeutique. Ou bien, si le malade est pris ultérieurement, il n'est pas trop tard, on peut toujours proposer l'éducation thérapeutique à tout moment de l'évolution de cette maladie. Et on va proposer ça à toute personne, que ce soit enfant et ses parents, adolescents ou bien adultes ayant une maladie chronique, quel que soit l'âge, le type, le stade et l'évolution de cette maladie. Et aussi aux proches du malade, bien sûr, si eux, ils le souhaitent et si le patient lui-même souhaite les impliquer dans l'aide à la gestion de sa maladie.
Comment est réalisée l'éducation thérapeutique? Donc, on va tout d'abord, la première étape, c'est d'élaborer un diagnostic éducatif. On va rencontrer le malade. Donc, on va faire un entretien, on va le comprendre, connaître ses inquiétudes, ses soucis, ses problèmes, et on va élaborer un diagnostic éducatif. Ensuite, on va définir un programme personnalisé d'éducation thérapeutique qui va définir des objectifs éducatifs personnalisés et priorisés. Une fois le programme personnalisé est défini, on va passer à la mise en œuvre des séances d'éducation thérapeutique, et là, c'est l'apprentissage où les compétences sont acquises, ou bien on travaille sur leur amélioration et leur maintien par des séances de groupe ou bien des séances individuelles. Les séances de groupe, donc c'est des groupes patients avec un éducateur thérapeutique ou bien plusieurs éducateurs qui vont intervenir selon donc les objectifs éducatifs, et ça va être un groupe qui ne dépasse pas les 10 patients. Une fois que les séances d'éducation thérapeutique programmées sont achevées, il faut faire une évaluation du programme et voir ce qui a été appris par les patients et réévaluer afin d'identifier les insuffisances ou bien d'autres insuffisances et d'autres besoins. En conclusion, donc la prise en charge thérapeutique personnalisée fait appel à l'enseignement basique, au concept physiopathologique et à l'expérience personnelle du praticien. Elle prend aussi en compte les contraintes économiques, se réfère aux recommandations officielles. Ces recommandations doivent avoir fait un niveau de preuve scientifique. Donc, l'information doit être de qualité et après une lecture critique. Donc, la prise en charge thérapeutique personnalisée doit être renforcée en travaillant sur l'amélioration de l'observance thérapeutique et l'éducation thérapeutique. Et je vous remercie.